La psychanalyse et la société avec Joseph Zudas. Psychanalyste à Périgueux et responsable du centre de consultation Gabriel Laccueil. Chers auditeurs de Radio Libre en Périgord, je vous dis bonjour. Radio Libre en Périgord, je vous le répète à chaque fois, c'est la radio qui vous écoute. Je veux dire par là que c'est une radio qui donne la parole à toutes les associations, à toute personne qui agit pour tendre la main, pour soutenir. Et quelquefois, il y a des annonces qui me surprennent un peu. Cependant, dans l'ensemble, c'est une radio que moi-même j'aime beaucoup. J'espère que les auditeurs augmentent, en tout cas. La dernière fois, donc vous savez, je suis responsable d'un centre de consultation qui s'appelle Gabriel Laccueil, qui est à Périgueux, et on peut obtenir d'être reçu en faisant le 06 09 13 89 22, qui est mon portable. Ce centre propose pendant 3 mois un entretien toutes les semaines, 12 entretiens, et les écoutants sont tous bénévoles. Il y a un médecin, des psychologues, une infirmière, et nous travaillons beaucoup en nous orientant à partir de la psychanalyse et d'autres disciplines comme la sociologie, comme la lecture des journaux, avec les bonnes et mauvaises nouvelles. Et vous le savez sans doute que les soins vont pas très bien. Et d'ailleurs, vendredi à Bordeaux, rue du A, il y a des soignants qui se rassemblent pour évoquer leurs difficultés. Si je passe de psychanalyse, c'est pas simplement parce que pour nous, elle a lieu dans un cabinet, c'est le cas avec un psychanalyste, mais aussi parce que beaucoup de personnes s'orientent de la psychanalyse dans les institutions, à l'hôpital, à l'école, dans les soins infirmiers et bien sûr dans le monde de l'art. La semaine dernière, j'avais commencé à parler de quelque chose qui s'appelait le sentiment de la vie. C'est souvent que les gens qui viennent, je donnais l'exemple par exemple d'un petit garçon de 6 ans qui insulte son père, le traite de fils de pute, a tabassé sa maîtresse ou des enfants, ne tient pas en place, vraiment est pris dans un désordre et tout un entourage essaye de coller évidemment un diagnostic, presque une étiquette, on pourrait dire, examen neurologique, trouble. Personne ne trouve rien, évidemment, et comme l'école n'arrive pas à contenir cette colère, voilà ce que je dirais, qu'il habite, les parents se sont séparés, il a des raisons, évidemment, d'en vouloir à son père. Avec moi, il est adorable, on peut dire, et il écoute, et je lui propose de me dire ce qui ne va pas, il a beaucoup de mal. Je lui ai proposé, donc, à travers des petites marionnettes, de jouer et je vais vous dire un peu comment dans ces cas-là j'opère si vous voulez. Mais en tout cas pour un sujet qui parle, le sentiment de la vie repose sur un acte, vous disais-je la dernière fois, c'est dire oui. Dire oui à quelque chose qui le traverse, qui se manifeste par un certain éclat. On y reconnaît volontiers la présence de ce symbole de la vie qu'on représentait à une époque par le phallus. Freud, Lacan ont exploré toutes les faces de ce symbole et qui aboutit à ce qu'il s'efface peu à peu pour faire place à autre chose, qu'on aborde par de petites touches, ce sentiment-là. Par exemple, je sais qu'après mon analyse, ce qui m'a fait dire oui, ça a été ma rencontre d'abord avec le travail d'éducateur, j'étais éducateur de rue comme on dit, et ensuite la possibilité de tenir cette fonction d'analyste. Mais c'est aussi dans mon enfance où la pauvreté était évidente, ce qu'il pouvait y avoir sur la table qui apportait de la joie, des petites touches justement, qu'on m'ait offert un harmonica par exemple, qui a été le premier instrument de musique. Après il y a eu une guitare et aujourd'hui un accordéon. Disons que le peintre, j'avais abordé ça, il a des touches de couleur jusqu'à ce qu'un tableau se dessine. Le poète, lui, fait exister un nouveau bout d'existence par un poème
qui rend aux mots toute leur matière sonore et les rend libres pour l'immédiat, pour ce que l'on peut vivre comme le plus actuel. L'acte poétique se cristallise dans la lumière ou dans l'obscurité et nous donne un sentiment de la vie. Le musicien, c'est dans des petites notes de musique que le compositeur avance, comme je tentais de le faire avec ma guitare, où j'essayais aussi dans le silence de créer quelque chose pour l'auditeur. Et puis, il y a les dandys modernes qui, eux, se construisent un corps avec des beaux vêtements, avec des choses qu'ils trouvent sur les réseaux sociaux, et ils montrent comment le bel habit de mode stylé permet à la jouissance du corps de susciter le désir chez ceux qui l'admirent. Un désir de style, qui peut devenir addictif d'ailleurs, mais vivifiant. Alors, qu'est-ce qui se passe, on peut dire, dans une séance de psychanalyse? Eh bien, celui qui parle, ce petit garçon ou un adulte, va déposer dans la séance des petites touches de matière parlante. Ces matières se mélangent, se déplacent, se condensent, se recouvrent l'une ou l'autre, s'espacent en créant des silences, ou bien des fois se pétrifient. Et puis, ça va prendre la forme de demandes, de récits, de mythes individuels. Par exemple, le mythe d'Oedipe, j'aime ma maman et mon papa m'embête, et je mets du temps à percevoir que dans ma maman, il y a la femme de mon père. Il y a des fantasmes, des aveux qui sont faits les yeux baissés, des récits d'attouchement qui, quelquefois, sont faits qu'à l'analyste. Ils n'ont jamais été évoqués. Des révélations, et puis même des cris. Ce qui, pour un auditeur, le psychanalyste, qui a une présence incarnée, compte beaucoup. Et il y a des grands tableaux de paroles analysantes qui vont être des désordres, des brins de paroles, comme autant de bribes de jouissance de la vie qui constituent le plus intime du sentiment de la vie pour celui qui parle. Aujourd'hui, on a affaire à une clinique du désordre. La clinique, c'est, dans la définition, c'est ce qui s'apprend au pied du lit du malade. Eh bien, cette clinique analytique va accueillir le symptôme, c'est-à-dire ce qui rate, ce qui fait désordre et qui surgit tout d'un coup, par exemple, chez quelqu'un qui apprend que sa femme le trompe et a envie de le quitter. Il y a une décompensation immédiate et cet homme est effondré et n'a plus de repères. Et ce désordre l'affecte et qui touche à ce joint le plus intime du sentiment de la vie. Et comment fait-on là? Eh bien, après les constats de Jacques Lacan, Jacques-Alain Miller, qui est un collègue, propose de répartir ces signes cliniques de ce désordre, qu'ils soient majeurs ou discrets, selon qu'ils se situent dans la manière dont vous ressentez le monde environnant, dans la manière dont vous ressentez votre corps et dans la manière de vous rapporter à vos propres idées. Voilà un peu comment ces bribes, on peut les situer. Il y a aussi des paroles hallucinées où des signes apparaissent dans un réel et qui indiquent que le désordre a envahi toute la subjectivité du sujet. Il entend des voix, il a des hallucinations, et il y a aussi la signification absolue d'une faute aussi qui s'impose à certaines et qui va contaminer la pensée, comme dans certaines personnalités mélancoliques. C'est des fois discret, et pourtant, le flou de la pensée introduit une perplexité qui se manifeste dans l'usage de la langue. La mélancolie, ça peut souvent très mal finir. Et là, le sujet ressent son corps comme autre. Et ça peut susciter un désordre très intime, une brèche dans laquelle le corps se défait. Et là, on sera sensible à la fonction d'un nouvel élément qui fait retenir ce corps, une douleur erratique, une marque sur la peau, des scarifications que se font des jeunes filles, dit-elle, pour calmer l'angoisse. Dans l'anorexie mentale, il y a quelque chose qui témoigne de cette étrangeté du corps de façon extrême. Elle est rejointe par de nombreux symptômes qui sont déclenchés alors au moment de l'éveil du printemps, c'est-à-dire de la puberté.
Là où le désordre aussi est important, c'est dans la clinique de l'adolescence, parce qu'il y a de façon paradigmatique des moments où le sujet parlant se trouve disjoint de son mental, de son corps et de son groupe social même. Il va réaliser un bric-à-brac d'identification pour les marques, pour les façons de jouir, de fumer, de boire, de penser, qui font désordre pour le sujet qui vient nous parler et pour sa famille aussi. Alors, comment ce corps parlant peut arriver à désirer de se faire responsable du désordre, qui est au joint même de ses sentiments de débit, ce plus intime? Lacan met en avant, avec le terme d'extime, ce qui nous est le plus prochain, tout en nous étant extérieur. Le terme freudien, étrange, vient dire au plus juste un affect qui accompagne ce sentiment de la vie, dans son surgissement pour le sujet, un rapport d'étrangeté au cœur du plus familier. Et ça, on l'entend. Je me réveille avec le sentiment d'être un autre. Ce qui m'arrive est étrange. Je me sens étranger à moi-même. Alors, c'est là où, aujourd'hui, au centre de consultation, les gens qui viennent témoignent de ce désordre qui est important et, bien sûr, qui est dû à ce qui est vécu dans les liens sociaux, où les gens sont repliés, sont peu solidaires souvent, parce que le travail les accapare et cherche à les faire produire de plus en plus, ou bien quand les gens sont envahis par ce plus de jouir que le système nous propose, qui est avant nous d'ailleurs. On y rentre. Aujourd'hui, parler d'addiction, c'est banal, parce que ça fait partie de la civilisation dans laquelle on est. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Je poursuivrai en parlant de cas. Je vous parlerai la prochaine fois d'un cas et de la résolution pendant les 12 séances, de ce qui a bougé pour la personne au point qu'elle veuille aujourd'hui entreprendre une analyse. Chers auditeurs, à bientôt, portez-vous bien. Vous venez d'écouter Psychanalyse et Société sur RLP.